Émission Les Comptoirs du Mine, ravi messieurs, belle brochette matinale, je prends ce terme-là, on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui, bien sûr c'est notre agriculture locale, encore plus engagée quand on parle d'élevage, en plus quand on parle de patrimoine, on va évoquer la vache nantaise, monsieur Amaury Hanoteau, ravi d'ouvrir ce énième comptoir du Mine, parce que lorsqu'on parle là aussi de patrimoine, il nous faut un mine, c'est un patrimoine, une vraie ressource, en tout cas pour gérer nos échanges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vache nantaise, et on va le voir, en tout cas pour partie, bénéficie des avantages du mine, de la pertinence d'un des locataires. On va citer la société Berjac qui a su là aussi prendre des décisions importantes, en tout cas se mettre en dynamique avec la filière pour proposer là aussi à sa clientèle de la vache nantaise. Monsieur Amaury Hanoteau, un comptoir du mine qui va être, j'allais dire, haut en débat et haut en couleur. Oui, bonjour, merci pour cette énième émission, comme tu dis. C'est très important pour nous de mettre en avant tout le local, et dont la vache nantaise, qui a pu être sauvée grâce au travail des personnes qui sont à côté de moi. C'est aussi très important d'avoir toute une filière qui se met en place, aussi bien pour avoir des vaches que pour toute la partie transformation qui suit et la distribution auprès des consommateurs directement. Une grosse partie qu'on essaye aussi de mettre en place a été cette année avec la fête du local, où on a eu la joie d'accueillir des vaches directement sur le mine pour montrer au grand public comment elles sont belles et comment elles sont bonnes également à déguster. Alors j'allais dire, parce que l'actualité, on va donner la parole à nos invités, on le voit bien que dans ces débats politiques de mondialisation, le Mercosur, je dirais, emballe nos esprits, en tout cas agite nos oreilles. Ça fait aussi sens de pouvoir parler de cette, je dirais, agriculture locale, je le reprécise, de ces élevages de proximité, parce qu'ils viennent aussi forger nos paysages, ils viennent agrémenter nos sorties, parce que ces vaches nantaises, quel plaisir aussi lorsqu'on prend la voiture, le vélo, le cheval, que sais-je aujourd'hui, en tout cas, eh bien on a des déambulations qui, je dirais, s'ouvrent vers une poésie des paysages. C'est important aussi, cela. C'est très important, et ces animaux, en fait, ont une grande importance également pour l'environnement. Donc, il ne faut pas oublier cette partie-là. Alors, je laisserai mes collègues en parler bien mieux que moi, mais c'est vraiment très important de les avoir, de les conserver, et de pouvoir réussir à développer cette particularité que l'on a de la vache nantaise. Alors justement, pour en parler ce matin, à tes côtés, cher Amaury, on aura Grégory Salmon. Bonjour Grégory, éleveur déjà de métier, alors on parlera de génétique ensemble. Pierrick Boireau, merci aussi d'être présent, salarié au sein de l'association de la vache nantaise. On va en voir aussi quelles sont les démarches d'information, d'explication, de pédagogie, parce qu'il ne faut rien lâcher. Chaque jour, j'allais dire, est un jour de plus, en tout cas pour convaincre. Jimmy, ravi de t'accueillir, bistrotier s'il n'en fut, au cœur de Nantes, un amoureux de la viande et de la vache nantaise en particulier, s'il vous plaît, voilà, qui fait de belles médailles. Et Olivier Paressant, éleveur, engagé aussi au sein de l'association de la vache nantaise. Tiens Olivier, je démarre avec toi, ça me fait plaisir. L'objectif de ce comptoir, c'est bien sûr d'en comprendre les actions, le sens. Je vais démarrer par une absente, mais en tout cas qui est dans nos cœurs, qui est dans nos assiettes, c'est la vache nantaise. Allez, en quelques points, c'est qui la vache nantaise? Son poids, sa taille, en quoi cette vache nantaise aujourd'hui a cette particularité d'être ce patrimoine que j'évoquais et qu'Amaury singularisait? Bonjour, la vache nantaise est une race locale, mixte, c'est-à-dire qu'elle était capable de produire, et elle est toujours capable de produire, justement tout à l'heure, Greg en parlera peut-être avec le travail sur la génétique, mais elle est toujours capable de produire de la viande, du lait et de la force de travail, même si aujourd'hui on valorise surtout ses qualités bouchères, et Jimmy pourra, je l'espère, pouvoir en parler tout à l'heure. C'est une vache qui fait 650 kilos à peu près, couleur froment, de belles cornes, des yeux maquillés qui la font aimer de tous et de toutes, assez reconnaissable. Et puis c'est une vache rustique, adaptée notamment aux prairies naturelles et aux zones humides qu'on retrouve beaucoup en Loire-Atlantique. D'où vient finalement on l'appelle souvent la vache des marais, c'est un bon terme si on dit cela. Complètement, c'est une vache qui a été sélectionnée depuis
des décennies pour être adapté à son territoire. En fait, voilà, les animaux les plus rustiques ont été multipliés, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une vache qui vraiment qui passe partout et qui s'adapte très bien au bord de. Ici, on n'est pas très loin du lac de Grandlieu. On a plusieurs troupeaux autour du lac, et on en a en Brière, on en a sur les bords de Loire. Mais on peut en avoir sur des coteaux. On a aujourd'hui des viticulteurs qui diversifient leurs activités en ajoutant un atelier bovin à leur exploitation viticole. Et donc là, on est plutôt sur des terrains plus séchants, et elle s'adapte parfaitement, quoi. Justement, Greg, on a failli la perdre, cette vache nantaise, parce que ça s'est passé à pas grand-chose. On parlait de patrimoine à l'instant. Pour autant, on a vu, la société a évolué, elle a changé. Elle était en rupture, là aussi, sur tout un ensemble de définitions. On parlait, là aussi, sur la vache, en tout cas, en termes de tracteur, en tout cas de tractation. On n'en voit quasiment plus. La démarche laitière, la démarche viande. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un sursaut, il y a de cela quelques longues décennies, et que différents éleveurs ont eu une étincelle de génie, de préserver la vache nantaise? Oui, effectivement, cette vache a vraiment failli disparaître. Elle a été relancée par quelques passionnés pour la sauvegarder au terme de patrimoine. On était en dessous, il ne restait plus qu'une cinquantaine d'animaux. C'était vraiment... On était fil rasoir, on va dire. Oui, on était vraiment sur le rasoir, et vraiment, on les remerciera jamais d'avoir pu préserver cette race-là. Je te coupe un instant, c'est au-delà d'un remerciement, parce qu'on peut en mesurer aujourd'hui la pertinence. Combien d'éleveurs sont fédérés? On peut aider Greg sur les chiffres, Pierrick également, mais vous êtes combien aujourd'hui? Oui. Actuellement, dans l'association, là, il y a 70 éleveurs. 70 éleveurs. Pour un cheptel, aujourd'hui? De 1500 mères. Alors, on est passé de 50 à 1500 mères. Donc, c'était 50 dans les années 80 à 1500 aujourd'hui. Donc, on le voit, Greg, parce qu'on en mesure la pertinence. On l'évoquait quand on déambule. Il y a des vaches dans nos prés, il y a des vaches dans nos champs. Oui, on est vraiment très, très fiers de les revoir habiller le paysage nantais, et même un peu plus loin. Et c'est vraiment... elles attirent l'œil. Ces vaches attirent l'œil, elles plaisent, elles sont très belles. Elles sont faciles, elles avaient une réputation d'être assez bougeantes, mais finalement elles sont assez faciles d'utilisation. Voilà, J'en viens à ça parce que la génétique est facteur, on l'a vu, d'histoire, de présent, mais aussi d'avenir, parce qu'il va falloir transmettre cet esprit du goût. On va y revenir, Jimmy est avec nous aussi, mais transmettre aussi, je dirais, la qualité intrinsèque finalement de cette race, qui est une race locale, définie là par un cahier là aussi engagé et engageant, mais là aussi dans les géniteurs, il y a des spécificités. On vient chercher, je dirais, le suprême, comme j'aime à dire. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup. On essaye de sauvegarder en fait cette ramification laitière qui était vraiment typique de la nantaise. Et on essaye de faire des croisements assez intelligents pour pouvoir aussi préserver la génétique, ne pas retomber dans les mêmes croisements, etc. Pour produire des animaux différents sur du long terme. Enfin, c'est un travail qui va se faire sur du long terme. On espère qu'on va redoubler notre nombre d'animaux dans les années qui arrivent. Donc c'est penser à tout ça, réfléchir, ramener du lait, effectivement, retrouver ce rameau laitier qui a fait les grandes heures de la nantaise, pour produire des veaux qui soient autonomes en lait, et voilà. Pierrick, justement, Grégory l'évoquait, il y a une sélection. Le cahier des charges, fallait-il que cette réussite soit une symbiose? Parce que moi, je connais pas d'éleveurs, hormis leur fierté et leur passion, mais ils sont assujettis comme à chacun, avec des fins de mois. Et les fins de mois, il y a les factures, et il faut qu'ils puissent en vivre. Donc, cette vache se prêtait là aussi, parce que Olivier en parlait, il y a une trilogie, même si l'attraction n'est pas forcément le premier poste de rémunération, mais le fait que ça soit une vache mixte en lait et en viande, là, ça a permis finalement à des éleveurs ou à des jeunes éleveurs d'avoir un avenir, de s'engager sur cet élevage. Alors, on n'a pas beaucoup de valorisation actuellement en lait. On a quelques éleveurs là qui se lancent en lait, et voilà. Et on leur oriente justement des souches qui sont plutôt laitières. Mais sur la viande, nous, le souhait aussi avec le travail avec la commission génétique, c'est justement qu'on n'oriente pas tous sur la viande et qu'on ne fasse pas des animaux ultra conformés. C'est un peu le défaut qu'il y a eu dans certaines races qui sont de qualité bouchère en France.
et notamment des races assez voisines de la nantaise. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est justement garder cette rusticité, cette facilité au vélage pour que les éleveurs n'aient pas des surcoûts en fait, à la production, avec des coûts vétérinaires trop importants, mais qu'on trouve quand même aussi un bon compromis, c'est-à-dire qu'il y a aussi une qualité bouchère. Et le souhait dans le cahier des charges, ça a été surtout de reprendre les pratiques existantes et ne surtout pas rajouter des critères qui soient trop contraignants, où on rajouterait des surcoûts en effet pour les éleveurs. Et les pratiques, en fait, elles sont pas trop compliquées. On a fait de l'inclusif et il y a un socle commun entre tous les éleveurs qui est assez constant, c'est-à-dire du pâturage en zone, en prairie naturelle, prairie permanente, c'est très souvent ça. Et ce qu'on veut rappeler surtout, c'est que la vache, elle mange de l'herbe. Et ça, c'est pas souvent. Enfin, on pense tous que c'est logique, oui, mais sauf que dans 90% des élevages en France, surtout au moment de la finition, la vache, elle mange de moins en moins d'herbe. Et nous, ce qu'on veut, c'est une finition le plus possible à l'herbe. Voilà. En moyenne, la vache nantaise, elle est tout le long de l'année au champ? Non, parce qu'on est quand même dans des zones en fait, qui sont très peu portantes. C'est-à-dire que les sols sont peu portants. C'est-à-dire qu'arrivé en hiver, en fait, on a des prairies qui sont très humides. Donc les vaches sont souvent ramenées proches ou en bâtiment pour la période mi-décembre jusqu'à mi-mars. Le plus court possible dans tous les cas, puisque c'est un coût pour l'éleveur aussi de faire rentrer ses animaux en bâtiment. Donc voilà, le souhait c'est de décourter cette période-là, mais on a la moitié des élevages qui sont à 100% en extérieur. Et la moitié des élevages qui les rentrent pendant ces 3 mois de l'année, quoi. Ouais. C'est vraiment un enjeu quand on parle aujourd'hui de biodiversité, d'engagement pour l'environnement. On le voit bien aujourd'hui, l'ensemble des éleveurs concourent en tout cas à ces idéaux, parce que finalement, on parlait de paysage tout à l'heure, mais au-delà, c'est l'entretien finalement. Eh ben, justement, c'était vraiment une volonté de la part des éleveurs de le mettre dans le cahier des charges, qui a été validé cet été. C'est-à-dire qu'on veut montrer le côté vertueux de l'élevage de vaches nantaises sur des prairies permanentes, et notamment via certains outils. Donc on fait passer actuellement des bilans carbone à tous nos éleveurs, c'est eux qui se sont imposés. Là on a fait une session, il y avait 10 éleveurs qui étaient encore en formation il y a 2 semaines. On veut aussi faire des audits de biodiversité via un outil de l'Institut de l'élevage qui s'appelle Biotex, qui fait l'audit en fait de ta ferme par rapport à ton territoire et de l'impact de ta ferme par rapport à son territoire proche. Et on veut aussi, Olivier en parlait tout à l'heure sur les cornes, on a le bien-être animal qui est au cœur des préoccupations des éleveurs. Et nous, on n'écorne pas nos animaux, c'est dans le standard de la race. Et l'écornage systématique des animaux qui est très présent en fait dans l'élevage conventionnel et encore plus intensif. Nous, c'est clair et net que nos bêtes, elles gardent leurs cornes et on a une grosse priorité là-dessus. On comprend point par point les différentes actions en tout cas et en jeu. Est-ce qu'il y a un programme de conservation au niveau de la race engagé? Je ne sais pas qui veut répondre, Olivier, Pierrick, Greg, ouais. Oui, donc on travaille beaucoup en partenariat avec l'IDEL, notamment, afin de vraiment de préserver le standard de cette race-là, en fait, tout à fait, ouais. Alors justement, parce qu'on en parle de plus en plus et on entend, on a eu le prion il y a de ça quelques années, je vais remuer la boîte de Pandore. Là, on parle de santé animale, bien-être animal bien sûr, j'additionne systématiquement le bien-être de l'éleveuse et ou de l'éleveur. C'est un duo, on le sait, que gagnant. Pour autant, en santé animale, on entend ici et là que plus les races sont locales, plus elles sont finalement propices à mieux vivre, à mieux s'adapter et finalement à avoir une robustesse naturelle, c'est vrai? Oui, exactement, c'est ce qu'on recherche nous dans cette race-là, c'est de préserver cette robustesse qui lui appartenait, qui était vraiment propre à cette race-là. Et voilà, pour nous, c'est un moteur aussi de sélectionner sur sa rusticité, ouais. Justement, Olivier, je voulais présenter un livre qui est sorti il y a de cela quelques temps. C'est La Nantaise, Histoire et Renaissance. C'est encore disponible. Pierrick me souffletait que ça ne vaut que 15 €. Je le précise, il faut en faire la promotion parce que quand on parle de patrimoine, je voulais quand même y associer. On va se tourner vers Jimmy juste après parce qu'on va aller vers cette note gustative. Mais on ne peut pas dissocier le patrimoine de la connaissance. Un patrimoine, il y a des choses que l'on connaît, que l'on sait. On apprend ensemble, on se fait plaisir. Cette histoire, il faut la partager de la vache nantaise. Oui, justement des livres comme celui-ci qu'on a édité il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, ont permis, c'est des historiens qui ont travaillé beaucoup sur ce livre avec en recueillant des histoires
et la mémoire dans les fermes. Donc il y a eu un vrai gros boulot de recherche. Et c'est bientôt Noël, donc profitez-en. Même indépendamment de Noël, hein, c'est bientôt le jour où il faut acheter ce livre. Non, mais c'est important. Oui, Pierre. Sur le patrimoine, en fait, on a un éleveur qui a un château et qui fait les journées du patrimoine, et il présente également son élevage en tant que patrimoine vivant. Donc en fait, il présente à la fois son château et à la fois son troupeau de race nantaise pour présenter qu'il y a aussi un patrimoine vivant en fait qu'on doit préserver. C'est la race nantaise au niveau local. Je voulais qu'on prenne ce temps ensemble pour déjà installer l'esprit de la vache nantaise, montrer là aussi les actions des éleveurs, des éleveuses. Hein. Ce matin, on n'a que des éleveurs, mais rassure-moi Olivier, il y a des éleveuses. Oui, aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 30% des nouveaux installés qui sont des femmes. Donc c'est un métier qui est aujourd'hui maintenant plus facile qu'hier quand même, parce que physiquement c'est devenu un peu plus facile avec la mécanisation, mais c'est un métier tout à fait accessible aux femmes et aussi accessible aux non issus du milieu agricole, les fameux NIMA. Aujourd'hui, nous, sur la vingtaine d'installés là, des 3-4 dernières années, on est à pratiquement 60% des jeunes qui s'installent qui sont non issus du milieu agricole, donc qui ne sont pas filles ou fils de paysans. Donc c'est aussi ça, le renouveau de la race passe par là. Et tout à l'heure, on dit la vache a failli disparaître parce qu'elle était, pour certains, jugée désuète, parce qu'elle ne produisait pas assez de lait, ne produisait pas assez de viande. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une véritable force d'avoir gardé ces caractéristiques originelles, entre guillemets, puisque on se retrouve à avoir des animaux qui sont adaptés à des modes de production qui sont respectueux du climat, qui sont respectueux de la biodiversité, des sols. Et c'est devenu une vache hyper moderne en fait. Alors justement, de sa modernité, de ses vertus, on l'a vu, le socle est là, il est solide aujourd'hui, ouf, parce que on a vu que nous sommes partis quand même de très très loin. Pour autant, faut-il que les réseaux soient là, parce que qui dit élevage dit aussi distribution. On est ici au cœur du Mine avec un interlocuteur, malheureusement ils étaient indisponibles, mais c'est la maison Berjac qui a su à un moment, en tout cas se tourner là aussi sur sa boucherie, se dire ok, il y a du local. Et vous savez, vous avez l'origine du premier contact entre la maison Berjac et l'association de la vache nantaise? Alors c'est assez vieux et c'est en lien avec la fête de la vache nantaise et des races locales. Qui avait lieu à Plessé. Qui avait lieu à Plessé, une très grosse fête, et qui a su, par son importance, faire découvrir ou redécouvrir la race aux citoyens du territoire et redonner l'envie à des professionnels comme Berjac ou comme Jimmy, de retravailler leur patrimoine eux aussi, quoi. C'est vrai que je fais un petit clin d'œil sur la fête de la vache nantaise. C'était un peu, je dirais, le Hellfest de l'élevage ici en Loire-Atlantique. Non, mais on sourit tous, mais Dieu, ceux qui y sont allés ont souvenir d'une générosité, musique, d'autres filières invitées. Enfin, je veux dire, au-delà de la fête, c'était vraiment une sacralisation sur une agriculture vertueuse, engagée, où le politique n'avait pas sa place, mais en tout cas où l'engagement politique faisait sa raison. Ouais, c'était alors la dernière fête, c'était en 2018, c'était entre 60 et 80 000 visiteurs, une fête étalée sur 10 hectares et qui parlait pas simplement de vache nantaise, qui parlait aussi de la place du légume dans l'alimentation, des légumineuses, des nouvelles façons de construire ces maisons, du travail animal, etc. Enfin, il y avait tout un tas d'ateliers. Et c'est vrai qu'on avait des gens qui étaient vraiment super contents de cette fête. On voit bien qu'émuler, c'est ce sens commun que vous savez travailler également, parce que le réseau, faut-il finalement convaincre, mais aussi on parlait d'économie. Justement, Jimmy, j'en viens à toi, on reviendra sur Berjac, parce que Berjac, c'est aussi ton intermédiaire. Plus délicat de travailler avec un éleveur, parce qu'il faut savoir se fournir en juste quantité. Un restaurateur, c'est pas un grossiste. Et pour toi, l'équation gagnante entre finalement l'éleveur, le grossiste ici, Maison Berjac au cœur du Mine, et toi en tant que restaurateur,
une symbiose? C'était la bonne solution, même si on est passé par les 2 étapes et qu'on travaille encore en direct éleveur. On parlait d'éleveuse, on a travaillé avec Manon Rolando quand on a fait des côtes de veau qui étaient sublimes. Donc oui, aujourd'hui, travailler avec la Maison Berjac, nous on le fait au quotidien pour plein de sujets différents, mais pour la vache nantaise, c'est quelque chose de très concret et ça tend à, c'est presque exponentiel puisqu'on travaille de plus en plus. Ils font, là on a fait quoi, 2 bêtes au mois de septembre, et on arrive avec après des maturations, parce qu'on va en parler j'imagine un peu après, mais c'est une viande qui est exceptionnelle quand on l'attend un peu. Donc travailler avec Berjac aujourd'hui, ça nous permet d'être, disons, d'avoir une vraie longueur, une vraie régularité, et de travailler différents produits, c'est-à-dire les arrières, les avants, de valoriser la bête et de faire comprendre aussi à nos clients, nous, en fin de cycle, qu'il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites avec cet animal. Et donc, je dirais que Berjac va devenir indispensable, et il l'est peut-être déjà même. Bon. Pierrick, ça fait plaisir, parce qu'on parlait d'émulation à l'instant, dans les propos d'Olivier, on le voit bien, Gémy est engagé, mais si on n'avait pas les intermédiaires, on vient complexifier finalement tout un travail qui a été long, nécessaire, et on voit bien que cette addition ne peut être que gagnante, quoi. Oui, et puis on va pas réinventer la poudre en fait, hein. Les grossistes, s'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils ont leur rôle à jouer, et nous, on peut pas se permettre de gérer l'équilibre carcasse comme un grossiste peut le faire facilement. Donc l'avantage avec la Maison Berjac est le fait tout dernièrement, ils ont fait certifier leur atelier de découpe interne en bio, ce qui permet de nous de fournir aussi sur d'autres marchés, notamment la restauration collective, des bas morceaux. La restauration commerciale est plus souvent friande en fait de morceaux nobles, mais même si tu travailles encore des bas morceaux de bourguignon ou de sauté, c'est vrai que c'est plus souvent la restauration collective qui les avale. Et nous, on est très heureux en fait de pouvoir travailler justement avec un partenaire qui a tous les outils logistiques, à la fois la découpe, le conditionnement et ensuite la livraison, et qui gère en fait la facturation derrière. Donc c'est une facilité pour les éleveurs qui est énorme. C'est vrai, Gémy, Olivier, je vous laisse réagir, mais nous, consommateurs, on est très loin de ces préoccupations des métiers, des spécialisations. On s'aperçoit que finalement, quand l'éleveur a élevé, hop, ça va venir dans l'assiette comme ça. Et c'est vrai qu'on se pose pas trop la question, mais quand ça arrive, on veut manger un steak, parce que c'est facile de manger un steak. On a envie de se faire une bonne côte de bœuf avec une bonne bouteille de vin. Mais finalement, cette vache, il y a plein de choses dans cette vache, il y a plein de choses à valoriser surtout. Et c'est vrai que nous, on aime le faire à travers, justement, on parlait de bourguignon. Alors nous, on est bistrotier, on est restaurateur, donc on fait des grands classiques, mais on a pu faire par exemple un parmentier de vache nantaise. Ça avait un goût absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait réussi à intégrer du gras dans la viande, et ce qui permettait vraiment c'était un exhausteur de goût. Donc oui, en effet, savoir valoriser la carcasse dans son intégralité. Alors on peut pas tout faire, mais on arrive aujourd'hui à proposer à nos clients à la fois la partie sur un magnifique faux filet, et aussi un bourguignon, ou samedi dernier on a fait un bœuf carotte. Et tu vois, ça marche. Ah, bien sûr que ça marche. Olivier Pierrick-Grey, alors il faut le savoir, parce que Gémy a dit un mot magique aussi, parce que la valorisation de la filière, c'est le goût, bien sûr, puisqu'on va se faire plaisir. C'est le veau aussi, parce que le veau, c'est une partie intéressante et pertinente, là aussi, de la distribution. Le veau, une côte de veau, c'est bon. Un sauté de veau, c'est bon. C'est important, là aussi, parce que ce sont des veaux élevés sous la mer. Ça tête chez vous. Oui, c'est des veaux qui sont élevés au champ, sous la mer, et qui ont entre 6 et 8 mois, et qui ont brouté un petit peu, donc c'est des veaux rosés, voilà. C'est pas du veau blanc comme on a l'habitude de manger le plus souvent en France, et c'est du veau qui a du goût. Et nous, en fait, dans la filière, c'est hyper important de développer ce produit, parce que c'est aussi ce qui ramène la trésorerie très rapidement pour les jeunes éleveurs qui se sont installés. La filière, elle est là pour ça, elle est là pour justement aider des jeunes éleveurs qui s'installent à gérer un peu la partie commerciale. Donc mangeons du veau, on en a besoin. Exactement, bien sûr. Alors justement, on parlait de pédagogie, parce qu'on est là aussi pour comprendre, s'aider les uns avec les autres, parce que c'est aussi nos porte-monnaies qui sont là ambassadeurs, j'allais dire, de ces filières. Comprendre qu'on achète à juste prix du goût, des histoires, que c'est pas si cher que ça, parce que
voilà, il y a aussi ce plaisir qui est intrinsèque à cette qualité, en tout cas que l'on vient d'évoquer. C'est important aussi de présenter la gamme dans son entièreté, c'est-à-dire que voilà, on sait acheter chez son boucher, au restaurant, en tout cas de la nantaise, on sait manger du veau, et puis on l'évoquait, même si c'est encore un peu embryonnaire, demain peut-être des yaourts et autres à base de lait de vache nantaise. Vous connaissez tout Jimmy, vous avez été manger chez Jimmy. J'allais dire que c'est même pertinent quand plutôt que de vendre le prix d'une assiette, on offre, je dirais, à sa clientèle le prix au kilo. Et chez Jimmy, voilà, on s'achète pour le volume que l'on a envie. Alors c'est vrai que nos ambitions, je dirais, peuvent des fois être un peu plus fortes, mais moi j'aime bien ça parce qu'on en prend pour 30 € et on se fait plaisir, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de rapport. La démarche, tu sais, dans un premier temps, c'était de... moi, j'allais souvent manger une côte de bœuf dans un bistrot, une brasserie, chez des copains, chez des confrères ou peu importe. Et je demandais une côte de bœuf et on me posait pas la question. J'avais 1 kilo, 1,2 kg qui arrivait sur la table. On était 2. Bon, nous, ça se passe bien, en vérité. On arrive à la manger. Mais c'est trop. C'est trop. Donc, essayer de faire comprendre au client qu'il peut se faire plaisir sans se mettre un steak énorme devant lui. Donc oui, on le fait à travers du faux filet, de l'entrecôte, de la côte de bœuf. On va la facturer au poids. C'est aussi une compréhension derrière du prix du produit et de la qualité. Et ça permet des cuissons différentes, ça permet de faire vieillir ou de faire maturer la viande de manière plus importante. Donc oui, c'était un choix à la fois stratégique et commercial. Et pour faire en sorte aussi, aujourd'hui, dans le monde moderne, la consommation de la viande, on la limite, même si on en vend beaucoup, on va pas se mentir, mais on sélectionne bien et on fait comprendre au client qu'il doit peut-être un peu lever le pied sur les côtes de bœuf de 3 kilos. Justement, je conserve encore le client parce qu'après, je voudrais qu'on revienne sur cette démarche finalement d'information auprès d'une clientèle. Il y a des générations pour cela parce que on le voit dans une société qui est un peu paradoxale, hyper information et finalement désinformation se côtoient au quotidien. Pas toujours facile de passer la bonne information. Ton public aujourd'hui au sein du restaurant, il y a des jeunes qui prennent de la vache nantaise? C'est transgénérationnel, ouais, vraiment. On essaye, et puis surtout le fait de la travailler sur différents aspects, quand on va faire un parmentier, quand on fait un faux filet, vraiment ça permet de toucher un petit peu à tout. Là, on a fait la soirée de l'épaulé nantaise, on l'a transformé en tataki de vache nantaise avec un petit os à moelle. Enfin, de la moelle et des pickles de moutarde. Alexandra, notre chef, elle a fait ça de manière sublime. Et encore une fois, une nouvelle manière de la consommer. Donc ça permet vraiment d'avoir de la disparité à la fois dans les consommateurs. Et puis, en effet, ce que tu dis, c'est capital. Nous, on a besoin d'avoir de la transparence. Et en travaillant en local, c'est le plus simple pour nous d'être transparent. C'est-à-dire qu'on a les informations, on peut les donner en direct. On sait, tu sais, notre ADN au Balthazar, c'était de pouvoir serrer la main des gens avec qui on travaille. Eh bien, ça, là, on est en plein dedans et ça a du sens pour nous. Transparence, traçabilité, j'aurais rester aussi sur la pertinence et comprendre que les enjeux de l'élevage ont des répercussions aussi sur des métiers en tension. La restauration, à plus d'un moment en tout cas, a été, je dirais, sous les feux de la rampe des médias, avec finalement des salariés qui étaient très difficiles finalement à trouver ou à maintenir. Quand on fait de la qualité, on garde ses salariés. Eh bien, quand on fait de la qualité, on est fier de ce qu'on propose. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'aller au boulot en se disant, tiens, ce que je fais, ça a du sens. Et du coup, je suis content de ce que je vais mettre dans l'assiette. Et je suis content de pouvoir parler de quelque chose qui m'intéresse. Plus on va avoir d'informations, plus on va avoir d'éléments pour mettre en valeur un produit, eh bien, plus on va avoir, disons, de la légitimité à faire un métier qui est un beau métier, le métier de la restauration, que ce soit en cuisine derrière ou en salle. Nous, on est des petits établissements, mais on peut faire ça aussi dans des moyens, des grands. Mais je dirais que ça permet, disons, de recruter plus facilement parce qu'on arrive à les mettre en valeur. Alors justement, messieurs de l'association, Greg, on va y revenir aussi juste après sur la notion d'éleveur, mais est-ce qu'il y a un précis de l'ambassadeur? On voit bien que des ambassadrices, des ambassadeurs qui puissent être grossistes au sein de la maison Berjac. Nous avons croisé les commerciaux tout à l'heure. On a vu que finalement, cette appétence qu'ils ont dès qu'ils vous ont vu à parler de la vache nantaise, mais on a besoin ici et là de repères, je dirais d'oratrices, d'orateurs, parce que là aussi, informer, développer une pédagogie, mettre le pied à l'étrier, en tout cas d'une démarche de consommation, me semble au-delà du nécessaire, je dirais un absolu. Il faut avancer, quoi. Vous avez des actions dans ce
Oui, et puis on les a un petit peu dans tous les secteurs. Jimmy, c'est vrai que quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, tu me l'avais dit direct, moi je suis fervent convaincu de votre produit. Si je dois un jour être ambassadeur de la vache nantaise, je le serai. Et t'es là aujourd'hui pour ça, donc ça t'as tenu tes engagements depuis le début. On a aussi des chefs de restauration collective qui sont des fervents ambassadeurs aussi et qui nous aident au quotidien en fait à expliquer le produit, à expliquer aussi aux élèves en fait ce qu'ils sont en train de manger. On parle de restauration collective, je voulais juste préciser, Pierrick, on est dans nos cantines de la République là, ou finalement sur plutôt des restaurations collectives privées? Les deux. En fait, on a de la restauration collective de collège, d'école primaire, dans lesquelles Olivier expliquera tout à l'heure, il fait des animations parfois. Mais on a aussi des EHPAD qui sont des EHPAD privés, qui se fournissent régulièrement en fait en vache nantaise et qui défendent le produit. Donc, la loi Egalim pour les écoles de la République, ça a su apporter là aussi un sens pour les gestionnaires, une incitation. Alors en fait, quand le cuisinier est déjà convaincu, c'est pas une question de loi, mais si le cuisinier ne l'est pas, oui, voilà. Bon, alors ceux dont on parle là, en fait, pour le coup, la loi n'a pas changé grand-chose parce qu'ils étaient déjà convaincus. Double pertinence, parce que nous le savons, et Jimmy pourra là aussi apporter son point de vue, c'est qu'on travaille pas de la même manière. La restauration collective, en tout cas, va pas braiser. Donc il nous faut là aussi une qualité de viande, je dirais, de très bonne qualité, parce que les enjeux techniques sont pas du tout les mêmes. Non, et on a une cuisine, on peut en parler, c'est la cuisine centrale de Treillères, quoi, qui est partenaire depuis 2 ans de notre projet. Et le cuistot, il y a 2 mois, m'a dit il a fait une formation à partir de notre produit. Donc il a amené d'autres cuisiniers dans sa cuisine. Et le formateur a dit waouh, votre produit là, il est top, quoi. Enfin, et c'est une sacrée fierté, on était là. Ouais, on le sait. Mais c'est important d'avoir le retour de temps en temps. Et oui, c'est important en fait que les cuisiniers aussi de restauration collective s'impliquent dans cette démarche-là. Olivier, tu voulais évoquer, parce qu'on s'est vu dernièrement, on était ensemble dans les champs, avec là aussi des jeunes, et des moins jeunes, oui, voilà, en reconversion, en tout cas sur l'unité de formation Henri Mann. On voit bien que là encore, il y avait des mots, pour autant, il y avait de la connaissance, mais des fois avec aussi insuffisance. Oui, et ça, on s'est aperçu de ça il y a quelques années. Nous, la particularité de mon job, là, c'est que c'est une ferme sur la métropole. Et donc, on a des terrains un petit peu partout dispatchés. Alors, il y en a à Doulon-Gohard, il y en a à Saint-Herblain, à Saint-Aignan-de-Grandlieu, Vertou. On a 7 ou 8 sites, ouais. Sur lesquels on peut accueillir des gens qui viennent la plupart du temps à pied ou en transport en commun. Donc en termes de mobilité et de bilan carbone, là on est plutôt pas mal aussi. Et c'est vrai qu'on fait des animations, des actions de sensibilisation à destination des professionnels, alors de l'agriculture ou des métiers de bouche. Parce que souvent les enseignants dans les écoles hôtelières nous disent qu'ils n'ont pas trop de problèmes à remplir leur classe avec toutes les émissions, Top Chef, etc. Ils ont du monde. Par contre, ils vont accueillir des gens qui sont assez éloignés du milieu agricole et qui font pas forcément, qui connaissent pas et qui font pas la différence entre tel mode d'élevage, tel procédé, etc. Et nous, on vient leur apporter, en les faisant venir au milieu des vaches, on leur explique pourquoi c'est important que leur choix d'approvisionnement plus tard, quand ils seront en cuisine, aura un impact sur la biodiversité, sur le climat, sur la cohésion sociale même. Parce que des paysans bien rémunérés, c'est aussi des paysans qui vont pouvoir monter une famille, rester sur place, etc. et faire vivre le tissu local. Il paraîtrait que c'est grâce à vous que nous mangeons, donc que nous vivons. Cela, il ne faudrait pas l'oublier. Justement, continuité d'action. Dans nos quartiers, il y a aussi des artisans qu'on chérit, ils sont bouchers. Là encore, un de vrais renouveau, avec aussi une féminisation d'ailleurs de cette filière bouchère. Il y a une rareté quand même, parce que la vache nantaise, moi qui traîne un peu, des fois, je regarde les vitrines, curieusement, forcément, pas toujours facile d'identifier la vache nantaise. Il y a encore des points de conquête importants. Comment se situe, je dirais, l'appétence là, de la filière bouchère au regard de la race nantaise? Qui veut répondre? Alors, le débouché boucherie, il est compliqué en fait. Les clients en boucherie ont souvent la volonté d'avoir
un produit qui est assez standardisé. Et nous, notre race, elle est très hétérogène. Et pour l'instant, en fait, le tri, il se fait le plus souvent à l'abattoir. Et nous, on n'envoie pas 10 bêtes en même temps. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir les 2 bêtes d'exception à destination de la boucherie encore. Voilà, donc l'hétérogénéité de la race ne nous permet pas vraiment de cibler la boucherie comme principal débouché actuellement. Malgré tout, on a quand même des bouchers en fait qui sont impliqués avec nous et qui nous prennent un veau par mois en moyenne. Donc là, pour le coup, on sélectionne les plus beaux veaux parce qu'on passe plus de veaux que de gros bovins. Mais oui, c'est toujours des problématiques qui sont compliquées. Les grossistes, en fait, ils ont eu ce rôle avant, le boucher, il allait dans les champs, il allait sélectionner sur pied en fait sa bête, et des fois il y avait un accident. Il tombait avec une bête qui n'était pas conforme à ses attentes, mais c'est pas grave, il arrivait quand même à la passer. Il l'expliquait à ses clients. Sauf que là maintenant, le client qui va en boucherie, il veut le nec plus ultra. On a évidemment ce qu'on peut appeler une autre standardisation. Ouais. On a standardisé le produit, et donc les grossistes en fait ils amènent un produit standard au boucher, qui a tout le temps la même qualité et les clients sont tous contents. Pour autant, je le sais parce que nativement, vous avez su aussi mettre en place votre circuit, parce que quand on parle de circuit court, on s'est acheté à la ferme, on va dire, directement chez l'éleveur. On achète les caissettes, voilà, on achète au kilo de viande, qui veau, qui vache, et ça fonctionne bien. Ouais, c'est grâce à la vente directe en fait que la Nantaise a été sauvée. C'est tous les éleveurs en fait de Nantaise à 95% sont en vente directe. Aussi parce qu'elle ne rentre pas dans les critères de classification de la grille Europe, donc qui est la grille de rachat en fait des animaux en circuit long. Et donc les éleveurs ont trouvé une meilleure rémunération à faire de la vente directe. Mais si on veut aider en fait des jeunes éleveurs à s'installer en vache nantaise, il faut qu'on aille au-delà de la vente directe, d'où le partenariat avec la Maison Berjac pour la filière et avec les restaurateurs et les restaurations collectives. Olivier, justement, l'idéal n'est-il pas là quand on sait que finalement on ne répond pas à la virgule près? Il y a une forme d'anarchie qui fait plaisir quand même parce que moi, écouter les éleveurs, j'ai le sentiment qu'ils sont dans le jardin d'Éden, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil. J'ai le sentiment que le bonheur, en tout cas, est une distillation quotidienne. Je ne sais pas si c'est de l'anarchie, mais en tout cas, on vise... le cœur et puis l'autonomie surtout. La vache nantaise a été sauvée, mais comme d'autres races, par l'implication d'éleveurs passionnés qui ont su trouver des palliatifs à la grande distribution, la machine commerciale classique. Se réinventer, se réapproprier finalement les chaînons de la filière. C'était l'axiome gagnant, quoi. Ouais. Complètement. Et du coup, ça modifie aussi le métier de l'éleveur. Parce qu'on est en lien direct avec nos consommateurs, que ce soit en vente directe ou que ce soit avec les bistrotiers et les restaurateurs. Et du coup, on va être en perpétuelle évolution. Tout à l'heure, Jimmy parlait des viticulteurs du muscadet. Il y a quelques années, le muscadet n'était pas forcément un vin... Le renouveau est arrivé également. Le renouveau est arrivé, et avec ce renouveau est arrivé aussi la redécouverte d'un métier. Et aujourd'hui, on va avoir des viticulteurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. J'en connais quelques-uns, voire même qui ont pris la suite de leurs parents, et des parents qui retrouvent avec leurs enfants le goût de faire du vin et du bon vin. Mais un vin qui ne sera pas standardisé. C'est là, Greg, finalement, le meilleur des conseils, il se love ici. Si on doit encourager une jeune éleveuse, un jeune éleveur, une reconversion, que sais-je, en tout cas, à embrasser ce beau métier, un métier du temps, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le temps est aussi, je dirais, acteur et facteur de réussite. Mais voilà, dès qu'on s'engage justement sur cette qualité, ce sont je dirais, un idéal de vie. C'est comme ça qu'on devient éleveuse ou éleveur. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un milieu qui est... Enfin, ce groupe d'éleveurs est vraiment un groupe de passionnés et on a des échanges incroyables entre passionnés de la même race. Oui, non, c'est le kiff, quoi. Ouais, bon, ça fait plaisir parce que c'est vrai que on a quelque chose, et je vais parler un bistrotier, on en parlait tout à l'heure. S'il y a bien un langage aussi, c'est le plaisir, c'est l'humour, c'est le rire. C'est vrai que quand on mange bleu, moi je la préfère comme ça, une vache nantaise, on a les zygomatiques qui, une fois qu'ils ont bien travaillé à la mastication en tout cas, nous tendent vers un sourire, vers une satisfaction, un plaisir.
le terme était bien employé, c'est le kiff. Ouais. Ce qui se passe à la fin dans l'assiette, c'est très intéressant. Et pour revenir un peu à ce que vous abordiez tout à l'heure, on parlait d'uniformité et d'hétérogénéité. Pas facile à dire ça, tiens. Eh bien, ouais, je vais m'entraîner. Non, ce qui a été vraiment intéressant, c'est d'essayer de faire comprendre quand on travaille différentes pièces, différents steaks et différents animaux à différents moments. Eh bien, on va avoir un faux filet qui a une mâche plus importante. Ce qu'on retrouve en ligne directrice, c'est le goût. La vache nantaise, elle a du goût. Elle a vraiment quelque chose de particulier. Et parfois, elle a une tendreté plus importante ou moins importante. On a une mâche plus profonde. Mais on a toujours ce goût, et donc là dans le plaisir sur une viande grillée, et quand tu la manges bleue en effet, ou saignant, et même à point si on veut, eh bien on a quelque chose qui est extraordinaire dans l'assiette, vraiment. On va pas exclure le tartare. Pas nous. Un tartare, on en parlait avec un peu d'os à moelle, ça donne encore plus de goût. Mais en effet, de manière tout à fait classique, ça fonctionne. Coupé au couteau, on va chercher de la mâche encore une fois. On le propose plutôt en été au Balthazar, mais on sait que ça fonctionne très bien. Ouais. Jimmy, j'étais ravi. Olivier, Pierre et Greg, je voulais terminer avec des mots de symbiose. On le voit bien que ce langage, il appartient à chacune et à chacun. Dès qu'on se met finalement dans cette unité de lecture, on a compris, on sait ce que c'est. On comprend un peu mieux vos vies du quotidien. Finalement, l'enrichissement, il va être commun. C'est ça, finalement, le vrai message de la vache nantaise. Il vient même transcender, je dirais, le travail de l'éleveur. Il vient nous mettre, je dirais, en humanité sur notre terroir. C'est ensemble que l'on peut gagner. C'est ça, les enjeux Oui, exactement. C'est vraiment un collectif qui fait... l'ensemble des valeurs fait grandir le collectif, quoi. C'est vraiment beaucoup de valeur ajoutée, oui. Complètement. Nous, on est très très fiers de tout ce qu'on fait, tous ensemble. Et effectivement, c'est par le collectif qu'on arrivera à faire des choses. C'est pas chacun dans notre coin. Et enfin, en tout cas, pour la vache nantaise, si elle a été sauvée, c'est grâce à un collectif d'éleveurs, de chercheurs, etc. à l'origine, c'est ça. Aujourd'hui, sans doute que le collectif a un petit peu changé, même si on a encore des chercheurs qui sont parmi nous. Mais on y a ajouté un peu plus de restaurateurs, de transformateurs, et avec des gens qui partagent une vision, des valeurs, et c'est vraiment super. Ouais, on parlait d'engagement. En fait, c'est vraiment l'engagement de l'ensemble des personnes dont parlait Olivier. Et surtout, il y a un renouveau là dernièrement. On voit que sur les 2 dernières années, on a eu 18 nouvelles installations en vache nantaise. Quand on voit l'élevage bovin en France périclite davantage, donc on est assez fiers de ça. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt et ces jeunes s'investissent. Greg en fait partie. Enfin voilà, c'est des nouveaux éleveurs en fait qui rentrent dans l'assaut et qui prennent tout de suite des responsabilités. Donc c'est une sacrée fierté, ouais. J'aime bien cette appellation de race locale. On a le sentiment, en tout cas intrinsèquement, que nous aussi on en fait partie. On est de ces races locales. Un grand merci pour ces regards éclairés ici au cœur du Mine, dans le cadre des comptoirs du Mine. Et on se dit à bientôt autour d'une assiette, parce que je crois que en parler finalement nous a ouvert l'appétit.